Bienvenue au lancement de la plateforme Iris de RMN dédiée aux entreprises. Nous sommes donc en direct du centre de recherche en RMN à Tréauchamp, donc le centre de RMN à Tréauchamp de Lyon, qui est un laboratoire sous trois tutelles présentes aujourd'hui, en particulier l'Université Claude Bernard Lyon 1, nous échangerons avec son président tout à l'heure, également Jean-François Pinton, président de l'École normale supérieure de Lyon, et nous avons également Antoine Petit qui échangera avec moi en direct du siège du CNRS à Paris. Alors, vous êtes nombreux à être connectés aujourd'hui. Merci à la communauté scientifique et académique. Je sais qu'il y a une forte présence CNRS, la direction de la relation avec les entreprises, le délégué régional du CNRS en Rhône-Auvergne est également avec nous, la direction de l'Institut de chimie du CNRS et son équipe. Bienvenue, pas mal de directeurs de laboratoire et membres de laboratoire, et pas que à Lyon. Je salue nos collègues anglais et parisiens notamment qui se sont inscrits. Pas mal de collectivités et d'États, et c'est normal parce que la communauté scientifique a fortement été soutenue par les collectivités et l'État. Donc je note le vice-président Clermont-Auvergne Métropole, le vice-président Grand Lyon Métropole, la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation, oui, le nouveau nom de la D2RT, donc bienvenue. Et puis pas mal de services de la région, merci pour le soutien de la région, soutien financier, soutien en gestion de projet. Merci beaucoup, mais l'essentiel pour nous, c'est la présence des entreprises. Donc, vous êtes de nombreuses entreprises et je pense que le directeur du CRMN qui est à mes côtés s'en réjouit, Guido Pintacuda. Alors, des entreprises comme Active Biomarkers, Elchem Silicon, LBCT, l'Accélera, réseau dans lequel les laboratoires sont fortement impliqués, Sanofi Pasteur, Total, Solvay, Bioaster, Michelin et Cortecnet et bien d'autres que je ne peux pas citer. Tout au long de cet événement, sachez-le, derrière moi, Vanessa Cusimano réceptionne vos messages, vos questions, et je tâcherai d'en faire écho tout à l'heure. Mais pour l'instant, découvrons ce qu'est cette plateforme de RMN, Iris de son petit nom, avec Guido Pintacuda, directeur du laboratoire. À toi, Guido. Monsieur Pierre Bérat, président de la Commission d'enseignement supérieur, recherche et innovation de la région de Auvergne-Rhône-Alpes, qui représente aujourd'hui Yannick Noder, vice-président. Monsieur Apportetti, président directeur général du CNRS. Et Guido, n'hésite pas à parler plus fort et à approcher le micro de ta bouche. Jean-François Pinton, président de l'École normale supérieure de Lyon. Monsieur Frédéric Fleury, président de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Chers partenaires et directeurs de laboratoire, chers membres du CRMN, en particulier en message, directrice de l'IRRMN, mesdames, messieurs, bienvenue au CRMN. Alors, il y a un petit problème de son, Guido. On va essayer de le régler, notamment, pourquoi pas, en changeant de micro, tout simplement. Donc, je vais t'assister. Voilà. Je te laisse rejoindre le public, s'il te plaît. Donc, Guido Pintacuda a salué la région et puis ses tutelles, Lyon 1, ENS de Lyon et CNRS. Du coup, est-ce que vous nous entendez mieux à distance? On me fait signe que oui. Allons-y. Donc, on aurait vu, clairement, on aurait voulu, il y a toujours des problèmes de son, je m'en excuse, on aurait préféré organiser cette journée ici dans nos locaux, mais la crise sanitaire nous oblige à opter pour la visioconférence. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du centre de RMN, du CRMN, c'est le laboratoire de résonance magnétique nucléaire à Tréauchamp de Lyon. Ce laboratoire, que vous voyez ici en image, en fait, a été conçu autour du projet Gigahertz. Le projet Gigahertz, c'est un projet visionnaire qui a été porté par le professeur Lyndon Emsley depuis 2003, quand encore son équipe était installée dans les locaux de l'ONS à Gerland. Ce projet était fortement soutenu par la région et les ministères qui ont décidé de doter Lyon, en 2003, du plus puissant spectromètre au monde. Cette machine, qui était installée entre 2009 et 2010, on n'a pas pu fêter ces premiers 10 ans d'activité pendant le premier confinement. Cette machine
unique et extraordinaire, a bouleversé les paysages scientifiques autour de la résonance magnétique en France et ailleurs. Notamment a permis, dans les derniers 10 ans, d'attirer des scientifiques et des valeurs, des jeunes scientifiques de valeur, a permis notamment une levée des fonds extraordinaires, et entre autres 4 ERC, et un projet Equipex, une dizaine d'ANR, et plusieurs bourses Marie Curie, 2 réseaux de formation Marie Curie, plusieurs contrats d'accès à des utilisateurs à niveau européen, pour un total d'une vingtaine de millions qui donc ont largement dépassé l'investissement initial. Cela a produit un total de 300 publications de très haut niveau scientifique. Et au-delà de ça, ça a permis aussi d'ouvrir les centres aux utilisateurs en France et à l'étranger. Donc, à mettre au service ces plateformes en large communauté des chimistes, des biologistes, des physiciens, des médecins, et donc avec un service sur plusieurs disciplines. Et ça, ces machines ont permis aussi de structurer en France la communauté des infrastructures d'RMN et à niveau national avec la création du réseau IRRMN de l'Institut de chimie du CNRS. Donc c'est des points importants qui ont tous contribué à transformer finalement la technique à diversifier ses applications. L'RMN a très haut champ et aujourd'hui une technique mûre qui peut s'attaquer à des questions appliquées d'intérêt industriel. Et c'est pour ça, et donc nous sommes là aujourd'hui, en 2021, à inaugurer, pour lancer ce projet IRIS. Le projet IRIS, c'est un projet, une idée de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la communauté européenne, qui a pour objectif d'ouvrir aujourd'hui notre plateforme RMN aux utilisateurs et aux entreprises qui sont actives dans l'innovation en chimie et en santé. Comme vous le voyez peut-être dans les images, il y a dans ce projet un partenariat très ambitieux. Il y a plusieurs partenaires académiques et industriels qui ont contribué au montage très ambitieux de ce projet à côté de la région et de la communauté européenne. Ce projet se base sur 3 volets qu'on essaiera de découvrir pendant le prochain transparent et dans le cours de l'événement plus en détail. Une première action, c'est le renforcement de la plateforme par de nouveaux équipements. La plateforme d'RMN aujourd'hui est composée par 7 spectromètres à très haut champ, entre 400 MHz et 1000 MHz, c'est les gigahertz. Et cette plateforme, dans le cadre de ce projet, peut s'enrichir d'une plateforme d'hyperpolarisation. Là, vous voyez ici à gauche, un polariseur d'exception unique au monde, et aussi de toute une série, enrichi par l'achat de toute une série de consoles électroniques de dernière génération et des sondes qui permettront d'améliorer la précision, la fiabilité, encore, c'est possible, des mesures qui sont menées par RMN, et aussi d'accroître les possibilités, diversifier ces possibilités par rapport aux différentes questions. Le deuxième volet de ce projet concerne l'ouverture de l'accès de la plateforme donc, aux entreprises à travers une procédure spécifique et adaptée pour des activités de recherche, de développement et d'innovation. Et un atelier spécifique va commenter ces différents points et ces initiatives déjà en place. Un troisième volet, c'est toute une série d'animations, de communications et de promotions qui sont à la clé pour les 3 prochaines années, qui ont pour objectif donc d'identifier plus de près les besoins des entreprises et élaborer avec eux des solutions adaptées, et donc attirer et étendre l'activité d'accès à tout un cercle des PMU ou des établissements de santé ou des grandes entreprises qui ne sont pas encore sensibilisés au potentiel de la RMN à très haut champ à leur demande de recherche et de développement.
Ici, voici une liste des rencontres scientifiques, des rencontres des journées découvertes, technologiques. L'objectif ici, c'est de faire participer donc, les paysages de l'innovation, de faire bénéficier les paysages de l'innovation de la dynamique créative et de la visibilité internationale qu'on a su mettre en place au CRMN à travers ces investissements technologiques. Donc, comme vous le voyez, un projet qui représente un bénéfice clair pour les entreprises et pour les établissements de santé, donc, qui pourront avoir un accès privilégié à les dernières avancées de la technique RMN, une technique franchement vraiment à la pointe, mais aussi un bénéfice pour les chercheurs, pour le monde académique qui pourra se confronter avec des problématiques sociétales fortes et donc pousser la technique au-delà de ses limites, pas seulement pour un besoin de connaissances fondamentales, mais aussi pour résoudre des problématiques plus concrètes et immédiates. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'un véritable cercle vertueux et de production d'excellence et d'innovation, et qui est permis par l'avantage concurrentiel qui est représenté par la technologie de pointe pour l'investissement initial. Donc, c'est pour maintenir cet avantage et alimenter un nouveau cercle d'excellence. Nous travaillons aussi en parallèle à ce projet depuis bientôt 10 ans et à l'acquisition d'un spectromètre de toute nouvelle génération dont les performances décupleraient les possibilités d'aujourd'hui. Je termine avec des remerciements. Je voudrais remercier tous les partenaires du projet, notamment la région, la communauté européenne, mais aussi nos tutelles, le CNRS, l'ENS de Lyon, l'Université Claude Bernard Lyon 1, et aussi les ministères qui, à travers la DDRT, nous a soutenus, conseillés lors du montage du projet. Je voudrais aussi remercier nos partenaires académiques, les instituts qui sont actifs dans la chimie, dans le paysage de la chimie et de la santé, et un cercle d'entreprises et d'établissements de santé, et pour les pôles de compétitivité et ces entreprises en chimie et santé, qui ont d'ores et déjà reconnu l'importance et le potentiel de la RMN à très haut champ dans leur domaine de recherche. Ils nous ont soutenus lors du dossier. Et avec ça, je vous laisse. Je vous remercie aussi pour l'écoute. Merci Guido Pintacuda, donc directeur du centre de RMN à Très-Haut-Champ de Lyon. Je t'invite à rejoindre l'Université Claude Bernard Lyon 1 et l'École normale supérieure de Lyon, également sur le plateau Anne Lesage, qu'on verra tout à l'heure. Alors, on a présenté à l'oral ce qu'est la plateforme. Je vous propose maintenant, si on est bon côté technique, de découvrir tout cela en vidéo. À tout à l'heure. Le CRMN, Centre de résonance magnétique nucléaire à Très-Haut-Champ de Lyon, est un laboratoire de recherche public d'envergure internationale. Il réunit environ 40 scientifiques et personnels techniques de différentes nationalités, aux expertises variées en chimie, physique et biologie. Le CRMN héberge une plateforme d'instrumentation unique au monde, ouverte aux communautés académiques et industrielles, au niveau régional, national et international. L'ensemble de l'instrumentation du centre représente un investissement de plus de 25 millions d'euros. En utilisant les propriétés magnétiques des noyaux des atomes, la RMN permet d'observer la matière à l'échelle de l'atome de façon qualitative, quantitative, en temps réel et sans détériorer la structure de l'objet étudié. Le CRMN dispose de 7 spectromètres à très haut champ, de 400 MHz à 1 GHz. Par rapport à la spectroscopie RMN standard, ils offrent un gain très important en résolution et en sensibilité. En complément, des instrumentations d'hyperpolarisation permettent d'amplifier très significativement les signaux mesurés et l'acquisition récente d'une dizaine d'équipements de dernière génération ouvre de nouvelles perspectives. Le CRMN dispose également de 5 laboratoires pour la préparation et l'enrichissement des échantillons chimiques et biologiques, de 2 ateliers pour le développement d'instrumentation prototype et de 2 passeurs d'échantillons permettant d'analyser automatiquement et à la suite un grand nombre d'échantillons.
La combinaison de cette plateforme unique d'instrumentation de pointe, avec les expertises variées et reconnues du laboratoire, en développement de méthodologies et instrumentation RMN, analyse et modélisation pour l'interprétation des spectres et calcul de structures 3D, offre de nombreuses opportunités pour répondre aux problématiques académiques comme industrielles et apporter des preuves de concept. La polyvalence des équipements permet de sélectionner l'expérimentation et l'instrumentation les plus adéquates en fonction de la nature des échantillons, qu'ils soient chimiques ou biologiques, en phase solide ou liquide, mais aussi en fonction de la quantité disponible, de quelques dizaines à une fraction de milligrammes. Afin d'obtenir un signal plus précis ou plus puissant selon ce que l'on souhaite observer, les protocoles d'expérimentation peuvent être adaptés en modulant l'intensité du champ magnétique, la température de l'échantillon, la vitesse de rotation et les noyaux observés. Les applications dans les domaines de la chimie, la science des matériaux, la biologie et la santé sont ainsi nombreuses. Identifier les composants d'un échantillon complexe, même à l'état de trace. Étudier sa structure 3D, suivre les étapes d'une réaction chimique, ou encore localiser des interactions entre substrats. La plateforme du CRMN permet en particulier l'étude de l'architecture et de la dynamique des protéines, des acides nucléiques, de leur assemblage dans les cellules et les virus, le diagnostic précoce et l'évaluation de nouveaux traitements, notamment du cancer, les analyses toxicologiques et environnementales, l'étude des matériaux fonctionnalisés, dont les polymères, les nanomatériaux, les batteries, les surfaces catalytiques et les composés pharmaceutiques. Alors, quelle que soit la taille de votre structure, quel que soit votre défi, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour explorer les possibilités inouïes de la RMN d'aujourd'hui et développer ensemble la RMN de demain. Et nous voici de nouveau en direct au centre de RMN à Très-Haut-Champ de Lyon. Alors, à mes côtés, Guido, hein, qu'on a vu à l'instant, à sa gauche, nous avons également Frédéric Fleury, président de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Merci de votre présence. À vos côtés, Jean-François Pinton, qui est président de l'École normale supérieure de Lyon. Et puis tout à l'heure, on pourra découvrir un petit peu dans la partie application RMN, et bien l'intervention de Anne Lesage, qui est directrice de l'infrastructure de recherche RMN. Donc, je le rappelle, une infrastructure qui, au niveau national, fédère des plateformes de RMN. Merci Anne de ta présence. En même temps, tu es également membre du laboratoire, donc ce n'est pas voilà, c'est pas extraordinaire de te voir. Alors, moi, je vais profiter de cette table ronde pour voir un petit peu pourquoi les tutelles ont choisi de s'investir dans une telle plateforme. Mais avant, pour nous donner disons un regard un peu général, je poserai une question à Frédéric Fleury. Je signale tout de même que nous avons en ligne le président directeur général du CNRS. Alors, peut-être que je peux vous saluer brièvement, Monsieur Antoine Petit. Monsieur Antoine Petit, donc le président directeur général du CNRS, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Et on parlera tout à l'heure, Monsieur Petit, quand j'aurai un retour son sur le studio, je l'espère en tout cas. J'aurai l'occasion de vous poser une question, Monsieur Petit. Je vous invite pour l'instant à éteindre votre caméra et puis on se revoit tout à l'heure. Pour l'instant, alors, je m'adresse à Frédéric Fleury. L'Université Claude Bernard Lyon 1 est l'une des tutelles du CRMN, du centre de RMN à Très-Haut-Champ de Lyon. En tout, Lyon 1 compte presque 80 unités ou fédérations de recherche ou de services. Vous avez donc une bonne vision de la signature scientifique de Lyon, au moins celle de Lyon 1. Quels sont, à votre avis, les atouts de la recherche lyonnaise pour proposer des choses aux entreprises, pour les faire avancer, des choses comme Iris, hein, comme la plateforme de RMN? Bien, merci, bonjour à tout le monde. Alors déjà, nos établissements sont implantés dans un territoire qui a historiquement qui a une longue tradition industrielle et de développement de l'entreprise. On l'a évoqué, Guido l'a évoqué tout à l'heure, dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la mécanique. Et nombreux et sont des sciences qui les sont présents. liées à la mécanique. Aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'entreprises nous suivent. Et beaucoup d'entreprises sont présentes aujourd'hui. Donc, on est dans cet ensemble régional où les établissements ont grandi en lien avec ces entreprises. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les universités sont largement ouvertes aussi pour leur formation dans les différents domaines, avec de plus en plus de formations professionnalisantes qui ont développé le partenariat avec les entreprises pour l'alternance. Et au niveau des laboratoires de recherche, se sont largement ouverts
aux problématiques sociétales et aux questions du développement technologique à partir d'une recherche fondamentale du plus haut niveau. Comment on assure ce transfert de technologie, cette innovation dont ont besoin notre société et le monde de l'entreprise. Donc largement une ouverture qui a été aussi aidée par les financements, notamment on peut évoquer ceux de la région qui participent à cette opération et qui financent IRIS. Et on parlera à Pierre Bérat d'ailleurs tout à l'heure. Ambition Recherche, ça fait maintenant, dans le cadre du SRESRI, la 5e année, avec des projets qui mettent en lien des équipes de recherche et des entreprises, avec un financement de l'ordre de 200 000 € sur 5 ans. La première année, c'est 200 projets à Lyon, Saint-Étienne, qui ont été déposés. Ce qui montre l'ouverture des établissements aux problématiques de l'entreprise et au souhait de travailler en collaboration pour le développement économique. Alors, ça ne renie en rien l'objectif du développement de la connaissance et de développer la recherche fondamentale. C'est simplement ce qu'on appelle en santé de la recherche translationnelle, c'est-à-dire que nous produisons des connaissances et nous faisons avancer des connaissances dans le domaine fondamental, mais tout en ayant en permanence l'idée de leur transfert et de pouvoir les appliquer dans les domaines industriels. On en parlera d'ailleurs dans le monde de l'entreprise. Avec Jean-François Pinton tout à l'heure, tout à fait. Et on a cet écosystème extrêmement riche et fructueux à Lyon. Riche parce qu'on a tous les acteurs, le monde académique, les entreprises, les pôles de compétitivité, les grandes plateformes, et les plateformes jouent un rôle essentiel. Bien sûr, le CRMN en est une, et je dirais la plus représentative, puisque c'est très clairement un outil de dimension mondiale. Mais on a toute une plateforme qui, au sein des laboratoires ou des fédérations ou sur des plateformes mutualisées, nous permettent de collaborer avec les entreprises. Et on a ce lien indissociable et très important que l'on développe. Un dernier point, c'est aussi la création des filiales. Depuis maintenant assez longtemps, les établissements se sont dotés de filiales d'ingénierie de projet ou qui ont pour objectif le développement des projets de collaboration avec les entreprises. Pour ce qui concerne Lyon 1, c'est notre filiale ESUS qui réalise quand même 14 millions d'euros chaque année de projets collaboratifs. Et quand on regarde les entreprises qui sont impliquées, c'est bien évidemment les grands groupes, notamment les grands groupes de la région, mais c'est aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises qui viennent bénéficier de nos plateformes pour développer un certain nombre d'innovations avec des résultats d'ailleurs qui sont assez majeurs puisque beaucoup de brevets sont déposés, exploités. L'ASAT et Pulsalis est un outil qui marche extrêmement bien. Donc une société d'accélération de transfert technologique. Exactement. Et puis avec des résultats où on regarde le classement INPI Lyon est dans les premiers établissements d'enseignement supérieur à se classer pour le dépôt de brevet, ce qui est, me semble-t-il, illustratif de nos liens que l'on a, de l'ouverture des établissements pour les problématiques d'application de nos recherches et du lien avec les entreprises. Merci, Monsieur le Président. À vos côtés, Jean-François Pinton, président de l'École normale supérieure de Lyon. Alors, Frédéric Fleury a bien parlé de l'écosystème, du nombre de projets assez important. Je précise, mais tout le monde le sait maintenant, hein, que tous ces projets, ils sont très souvent portés en co-tutelle, hein, Lyon 1 avec l'École normale supérieure pour un certain nombre de projets, avec le CNRS, etc. Il y a un autre point qu'on a abordé aussi, et j'aimerais vous poser une question là-dessus, Jean-François Pinton. Tout comme Lyon 1 et le CNRS, hein, l'École normale supérieure de Lyon est reconnue pour le niveau d'excellence de ses recherches. Le CRMN est né d'ailleurs, hein, dans vos locaux avant de déménager sur ce campus CNRS. En quoi des viviers très interdisciplinaires, comme l'ENS d'ailleurs, hein, peuvent favoriser le développement de recherche à la fois fondamentale et à la fois appliquée pour les entreprises? Oui, merci. On est effectivement dans un cas très particulier qui est celui de l'instrumentation de pointe. Cette instrumentation de pointe qui, la plupart du temps, naît de recherches fondamentales, lesquelles n'ont pas forcément une origine disciplinaire fondamentale, hein, lesquelles ont parfois leur source dans des questions tout à fait pratiques. Je crois que je n'ai pas le temps de rappeler à tout le monde l'histoire de l'interférométrie optique, mais la société, les entreprises, les démarches communes
font aussi naître des questions qui débouchent sur de la recherche la plus fondamentale. Enfin, quand cette recherche fondamentale crée de l'instrumentation de haut niveau, elle devient par nature multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'un instrument comme celui dont il est question aujourd'hui, il y a des applications en sciences de la matière condensée, en sciences de la chimie, en sciences de la biologie à l'heure actuelle, et va progressivement, comme ça a été le cas de nombreuses plateformes, comme ça a été le cas de nombreuses technologies instrumentales, s'appliquer à tous les domaines où il y a une pertinence. Et on voit aujourd'hui que cette pertinence est en train de sortir du laboratoire de recherche proprement dit pour rentrer dans les besoins que sont ceux que vont avoir les startups, les entreprises petites, moyennes, grandes, les groupes. On est dans une technologie qui est suffisamment mûre pour que maintenant elle soit comment dire, d'application générique pour tout un ensemble de domaines. Ce qui m'amène à une réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui, qui est la nécessité pour ce type de développement de rester à la pointe. Quand on possède une plateforme de ce type-là, quand on s'engage dans développer de l'instrument de pointe qui va permettre à la connaissance de progresser, mais pas juste la connaissance à l'intérieur du laboratoire, mais la connaissance pour l'ensemble du secteur et de la société, il faut continuer. Il faut pouvoir il faut pouvoir continuer à développer pour rester au plus haut niveau, pour continuer à progresser sur l'immense socle de connaissances qui a été développé en particulier ici au CRMN, et je salue Guido et Anne à nos côtés. Tout cet ensemble qui a été fait là doit pouvoir aussi continuer à trouver les chemins de rester sur la crête de la technologie, et c'est en ça que nos établissements s'investissent pour que cela continue, la région, tous nos partenaires, le CNRS bien sûr, je pense qu'Antoine aura l'occasion de le dire dans une seconde, vont devoir continuer des efforts parce que rester sur le maximum de ce que peut faire le transfert de connaissances au plus précis, au plus profitable, donc c'est un effort où aujourd'hui les universités, les organismes, les collectivités territoriales, les collectivités nationales, les collectivités européennes s'engagent, et c'est donc quelque chose dont nous avons tous besoin et dont je crois aujourd'hui nous pourrons être particulièrement fiers. Oui, donc vous l'avez dit, merci Monsieur le Président de l'École normale supérieure de Lyon. La RMN est mûre pour aller du fondamental jusqu'à l'appliqué. Vous avez cité entreprises et grands groupes. Alors je précise, ce n'est pas que pour les grands groupes, cette offre de RMN. On verra dans les applications. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'entreprises plus petites. En direct, en duplex de Paris, nous avons Antoine Petit, j'allais le confondre avec le délégué régional du CNRS, Frédéric Faure, qui nous écoute également, qui est présent parmi nous. Antoine Petit, bonjour de nouveau, vous êtes le président directeur général du CNRS. Alors, malheureusement, je ne vais pas avoir votre retour son, donc je ne vais pouvoir que vous poser des questions, et quand je ne vous verrai plus parler, eh bien, je reprendrai la main. Le CNRS est un organisme de recherche national qui couvre toutes les grandes disciplines scientifiques. Vous avez donc la possibilité d'actionner des leviers nationaux permettant aux laboratoires de développer leur recherche et leur collaboration avec les entreprises. Quelle est la stratégie du CNRS dans ce domaine ? Alors bonjour à tous et à toutes. Désolé de ne pas avoir pu être avec vous aujourd'hui physiquement à Lyon. Maintenant, la crise actuelle nous a donné l'habitude de travailler en visio avec tous ses bons et ses mauvais côtés. Alors vous l'avez dit, le CNRS est un acteur national, mais c'est un acteur national qui travaille en partenariat étroit avec les universités, les écoles, et j'en profite pour saluer Frédéric et Jean-François, entre autres, bien sûr. Et la raison d'être du CNRS, c'est de mener une recherche fondamentale au meilleur niveau international. Mais il a aussi pour mission de mettre cette recherche fondamentale au cœur de la société. Et donc, nous développons une politique extrêmement active et volontariste de relations avec le secteur industriel qui se traduit de différentes manières. Nous créons, encore une fois, avec nos partenaires, écoles, universités, autres organismes de recherche, entre 80 et 100 startups par an. Mais nous avons aussi des laboratoires communs avec des industriels, près de 160 aujourd'hui, à la fois avec des grands groupes, à la fois avec des ETI, mais aussi avec des entreprises plus petites.
Et ça fait complètement partie de nos missions, c'est de faire en sorte que la recherche française, dont la qualité a été soulignée, et c'est le cas notamment à Lyon, et bien que cette recherche française, elle puisse être mise à disposition d'une certaine façon des industriels dans le cadre d'interactions et d'échanges. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui a déjà été rappelé, c'est que dans nos collaborations avec les industriels, il ne s'agit pas d'être prestataire de services, ce n'est pas notre mission, mais il s'agit de construire des projets extrêmement ambitieux, de viser les fameuses innovations de rupture dont on parle souvent, et qui va faire en sorte, ces innovations de rupture, qui vont faire en sorte de donner aux industriels un avantage compétitif par rapport à la concurrence internationale. Et ça fait partie pleinement des missions du CNRS, et la plateforme dont nous parlons aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette politique générale. Je vous ai entendu, Monsieur le Président, finalement. J'ai réussi à avoir un retour faible, mais tout de même un retour. Une deuxième petite question peut-être pour vous. Quelle est la place de cette plateforme dans le paysage européen et du CRMN en particulier? Alors, cette plateforme, c'est vraiment un outil unique. Et je voudrais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de fournir aux industriels une simple prestation RMN que finalement n'importe quel laboratoire d'analyse pourrait offrir. Il s'agit d'offrir aux industriels la possibilité de collaborer avec des scientifiques qui sont au meilleur niveau international. Je vais y revenir. Et je voudrais insister aussi sur le fait que l'inauguration que nous avons aujourd'hui, que nous menons aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est le fruit finalement d'un long travail stratégique et visionnaire qui a été effectué dès 2003 avec l'appui du ministère et de la région qui à l'époque s'appelait Rhône-Alpes. Et j'en profite pour remercier et féliciter les représentants de la nouvelle région aujourd'hui qui ont conforté le choix qui avait été fait. Et le choix à l'époque visait à créer ce fameux CRMN autour d'une instrumentation qui était hors norme et unique au monde à l'époque, un spectromètre à 1 GHz. Et c'est grâce à cet investissement que nous avons pu attirer des expertises scientifiques uniques. Et on voit donc que les équipements attirent les talents, mais aussi que les talents vont être capables de présenter des dossiers qui vont permettre de nouveaux équipements. Et on a vraiment aujourd'hui un volet, ça a été présenté dans le film rapidement, mais un volet d'équipements qui sont tout à fait exceptionnels et polyvalents. Et on peut dire que chaque jour sont repoussées les limites de la spectroscopie RMN en développant des expériences nouvelles qui étaient peut-être auparavant seulement des profs de concept ou des exercices pour initier et qui permettent aujourd'hui d'apporter un éclairage inédit dans toute une série de domaines applicatifs et de problématiques scientifiques. Et que le fait d'ouvrir cette plateforme aux industriels va permettre d'aller encore plus loin dans ce sens. Alors, vous avez posé la question du positionnement de cette plateforme au niveau européen et international. Elle est tout à fait unique, c'est-à-dire qu'elle permet à la France et donc à la région et à Lyon en particulier d'avoir vraiment un fleuron au niveau international. Ça a été fait, je l'ai déjà dit, dans le cadre de collaborations très fortes, mais le CRMN dispose aujourd'hui d'un réseau académique de collaborateurs qui est au meilleur niveau international, et l'ensemble des gens qui travaillent dans le domaine au niveau international travaillent en réseau, comme c'est souvent le cas dans la dimension de la recherche, et c'est donc un équipement qui permet à la recherche française ou à la recherche en France d'être unique. Et je voudrais vraiment en profiter pour remercier Guido Pitacuda et Anne Lesage qui ont joué un rôle essentiel. Donc, même si la recherche est un travail d'équipe, on le sait tous, il faut aussi des gens qui sont un petit peu les capitaines d'équipe, si je peux dire. Et je voudrais les remercier pour avoir conduit cette activité et conduit le CRMN là où il en est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont près de 25 scientifiques de plus de 10 nationalités différentes qui travaillent sur des problématiques qui sont multidisciplinaires, comme ça a déjà été dit, dans le domaine du diagnostic et de l'imagerie médicale, mais aussi de la biologie structurale, de la catalyse hétérogène, du stockage de l'énergie, du développement de nouveaux médicaments, pour ne citer quelques exemples. Et cette excellence, elle se traduit notamment par le fait que 4 des chercheurs du CRMN ont eu un succès à l'ERC, l'European Research Council, qui s'est imposé depuis une dizaine d'années
comme étant vraiment un marqueur extrêmement fort au niveau européen et international de l'excellence scientifique. Et puis, bien sûr, il y a eu des participations dans les réseaux européens d'infrastructures, dans les projets de mobilité. Et récemment, les chercheurs du CRMN viennent d'obtenir un projet d'infrastructure européenne qui est très bien doté. Donc voilà, c'est tout cet environnement qu'aujourd'hui nous ouvrons aux industriels, et je veux vraiment insister sur cette notion de partenariat. L'objectif, ça n'est pas de faire une prestation de service, c'est de construire des partenariats qui seront à la fois utiles aux industriels, bien sûr, mais qui vont aussi permettre de faire naître de nouveaux projets de recherche, de nouvelles questions ouvertes. Comme l'a rappelé Jean-François tout à l'heure, la recherche fondamentale aujourd'hui, elle se nourrit aussi de ces interactions avec le secteur industriel. Et puis bien sûr, parce que la recherche, ça ne s'arrête jamais, il faut déjà prévoir le coup d'après, si je peux dire, et il faut que nous visions collectivement l'acquisition d'un spectromètre de nouvelle génération qui va fonctionner cette fois à 1,2 GHz. Ça reste un projet tout à fait prioritaire pour le CNRS en région, et je sais que Jean-François, Frédéric seront tout à fait, enfin j'espère et je crois savoir qu'ils sont en phase avec cette priorité. Parce qu'encore une fois, la course à l'armement scientifique, si je peux me permettre cette expression, ne s'arrête jamais. Et le CNRS sera ravi si, dans le cadre du prochain PIA 4, pour parler un jargon d'initié, ou dans le projet de CPER, nous pouvons nous donner les moyens de viser ce nouvel équipement. C'est du long terme, hein, c'est un équipement qui, si nous décidons de l'acquérir, arrivera probablement dans 5 à 10 ans. Mais il faut que nous donnions cette ambition. Je parlais du temps long au début, que c'est une opération aujourd'hui qui a démarré en 2003. Donc finalement, 2027 ou 2030, ce n'est pas très loin. Et il faut que nous sachions, encore une fois, poursuivre cette politique d'excellence qui nous conduit aujourd'hui à cette inauguration qui est tout à fait remarquable. Merci Antoine Petit, président directeur général du CNRS. Alors, vous avez précisé que la RMN maintenant était prête à dépasser les frontières, pour reprendre un leitmotiv CNRS qu'on connaît bien dans le milieu académique. Eh bien, je vous propose, Antoine Petit, de découvrir avec nous et l'ensemble des participants le mode d'emploi de la RMN. Alors, on a intitulé ça la RMN, un exploit du quotidien, et vous allez découvrir pourquoi en images. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Au CRMN, tout commence dans l'un des 5 laboratoires dédiés à la préparation et l'enrichissement des échantillons chimiques et biologiques. Des quantités de quelques dizaines à une fraction de milligrammes seulement sont nécessaires. Les coûts de marquage sont ainsi réduits, ce qui est un atout, notamment pour les échantillons biologiques. Les échantillons liquides sont injectés dans des tubes de 3 à 7 mm de diamètre. Les échantillons solides sont quant à eux insérés dans de minuscules tubes appelés rotors, dont le diamètre va de 7 mm à 0,7 mm pour le plus petit des modèles. Le remplissage de ces rotors est une opération délicate, nécessitant dextérité et un matériel spécifique. On place ensuite l'échantillon dans une sonde adaptée, en fonction de sa nature, solide ou liquide, et de sa composition. À travers le refroidissement de leurs circuits électroniques, certaines sondes permettent une réduction significative du bruit de la mesure et offrent ainsi un gain en sensibilité. L'insertion de l'échantillon dans le spectromètre se fait soit manuellement lors de l'installation de la sonde, soit grâce à un flux de gaz qui porte l'échantillon en lévitation et l'accompagne jusqu'au cœur du spectromètre. L'échantillon se trouve alors au centre du puissant aimant supraconducteur qui, lui, est refroidi en continu à moins 269 degrés Celsius par de l'hélium et de l'azote liquide. Pour les échantillons solides, une opération supplémentaire est nécessaire. Le rotor contenant l'échantillon est entraîné en rotation autour d'un axe orienté avec un angle particulier par rapport au champ magnétique dit l'angle magique. La vitesse de rotation dépend de la taille du rotor et peut aller jusqu'à plus de 100 000 tours par seconde, à la limite de la vitesse du son. En moyennant certaines interactions magnétiques entre noyaux qui géneraient les analyses, cette rotation ultra rapide permet d'obtenir un signal fin et précis. Lors de l'acquisition, l'échantillon, qu'il soit solide ou liquide, est perturbé par des champs de radiofréquence. Le spectromètre mesure alors le retour à l'équilibre des noyaux des atomes présents. Cette réponse électromagnétique, appelée spectre de l'échantillon, est ensuite convertie en une analyse quantitative de la composition de l'échantillon ou en une image tridimensionnelle de la structure des différents constituants.
En complément des spectromètres, des équipements d'hyperpolarisation à haut ou bas champ, 2 gyrotrons et 2 polariseurs permettent d'amplifier très significativement les signaux mesurés, avec un facteur pouvant aller jusqu'à 10 000. Dans ce cas, l'aimantation des électrons, qui est environ 600 fois plus importante que celle des atomes d'hydrogène, est transférée au noyau voisin. Ce transfert se fait à des températures cryogéniques entre 1 et 100 Kelvin et frôle donc parfois le zéro absolu de moins 273 degrés. Lorsque l'étude se fait en solution, l'échantillon est poussé à l'extérieur du polariseur et réchauffé en quelques centaines de millisecondes avant de voyager au sein d'un tunnel magnétique vers le spectromètre à haut champ sur lequel est réalisée l'analyse. Au CRMN, l'évolution des échantillons et toutes les acquisitions peuvent être suivies en temps réel et les expérimentations contrôlées à distance, car les instrumentations sont en fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 2 passeurs d'échantillons permettent également d'analyser à la chaîne une grande quantité d'échantillons. Toutes les données mesurées grâce à ces instrumentations de pointe sont ensuite analysées et modélisées dans le but de reconstituer la structure 3D d'une protéine ou d'un acide nucléique, de mesurer et comprendre sa dynamique, ou encore de visualiser l'interaction d'un fragment de médicament qui se combine avec sa cible. Les expertises du CRMN en développement méthodologique et d'instrumentation RMN sont ainsi variées et offrent de nombreuses perspectives d'application en chimie, sciences des matériaux, biologie et santé. Nous voici de nouveau en direct du CRMN, donc le centre de RMN à très haut champ de Lyon, pour le lancement de la plateforme IRIS de RMN. Nous avons en ligne avec nous Pierre Bérat, président de la commission enseignement supérieur, recherche et innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Bérat, est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous pouvez allumer votre caméra pour qu'on se voit et que les autres participants puissent vous voir? Voilà, merci de vous joindre à nous. Alors, un peu au pied levé, parce que c'était Yannick Neuder que vous représentez, du coup, et qui, avec la crise sanitaire, on l'imagine bien, peut avoir quelques engagements de dernière minute. Alors, Monsieur Bérat, pareil, le retour son, je m'approcherai du retour son, parce qu'il est très très faible, mais ne vous inquiétez pas si je ne réagis pas à chaque mot de votre intervention. Voilà, je vais essayer malgré tout. J'ai une question pour vous, Monsieur Bérat. Donc, je le rappelle, président de la commission ESRI de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La plateforme que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans un dispositif régional visant la mise à disposition d'un ensemble de plateformes appelées IRIS pour installation de recherche et d'innovation centrée entreprise. Quels sont les objectifs et puis les moyens de la région avec cette démarche, Monsieur Bérat? Est-ce que vous avez entendu la question? Oui. Est-ce que vous voulez que je repose la question? Alors, je ne sais pas si les gens vous entendent. Alors, je vais me rapprocher de l'équipe technique. Donc, si la caméra arrive à me suivre, c'est bien. Du coup, est-ce qu'on entend Monsieur Bérat quand il parle? Monsieur Bérat, avez-vous bien coupé remis votre micro? Oui, parfait. On avance, Monsieur Bérat. D'autre part, alors côté régie, très bien, les invités l'entendent, c'est le principal. Personne n'entend Monsieur Bérat, donc on vous demande quelques instants pour régler ce petit problème. Je vous remercie pour votre compréhension. Donc je rappelle du coup que la plateforme de RMN IRIS, dédiée aux entreprises, a bénéficié de l'aide très forte de la région Auvergne-Rhône-Alpes, également de soutien de l'Europe pour ce projet, ce qui permet à la plateforme de se tenir, Monsieur Antoine Petit en parlait tout à l'heure, se tenir à niveau et de proposer quelque chose qui est vraiment unique au monde en termes de panels d'analyses qui peuvent être faites. Alors, je me tourne de nouveau vers la technique pour voir si on a réussi à faire avancer les choses. Monsieur Bérat, pourriez-vous faire un test de nouveau? Eh non, on ne vous entend pas. Alors, on va, si quelqu'un peut essayer peut-être de rentrer en contact avec lui. Alors, une suggestion, Monsieur Bérat, je vais vous suggérer de vous déconnecter, de fermer votre navigateur et puis de vous reconnecter avec le lien Zoom que nous vous avons fourni.
En attendant, eh bien, moi, je vais prendre quelques questions du chat. Alors, elles sont, je crois, assez nombreuses. Je vais rejoindre mon siège pour les relayer aux intervenants qui se trouvent à nos côtés. Donc, je rappelle, hein, Guido Pintacuda, si je fais un mix entre nom et prénom, ça ne va pas. Ça va pas le faire. Pas mal de questions hein, pour l'équipe du CRMN. Un instant. Alors, une question de Jacques Madaluno, mais du coup, il faudrait peut-être la contextualiser. Donc, Jacques Madaluno, c'est le directeur d'institut hein, de chimie du CNRS. Combien d'entreprises sont concernées à T égale 0? Alors, le problème, c'est que, monsieur Madaluno, je ne sais pas quand vous avez posé cette question exactement et sur quel sujet on était. Je pense que ça rejoint, à mon avis, une question plus large sur les collaborations entre le CRMN et les entreprises. Oui. Ben, effectivement, l'historique, comme je l'ai discuté lors de la présentation tout à l'heure, le CRMN a développé une recherche de... Non, vous m'entendez toujours pas? Il y a un problème de son? Oui. Encore plus près? Comme ça va? J'essaie de manger le microphone. Les CRMN, effectivement, pendant les premières 15 ans d'existence, c'est focalisé surtout sur une recherche fondamentale et le partenariat avec les entreprises a été mis en place, a commencé à être mis en place les dernières années sur le monde. Lors du montage de ce projet, on a réalisé effectivement la technique, la technologie est maintenant transformée par rapport à ce qui était il y a 15 ans. Et effectivement, déjà, on est capable de répondre avec les outils, l'expertise qui sont en place à un certain nombre de problèmes complets d'intérêt industriel. Et depuis 2016, on a un projet par la région régionale qui a mis en place un certain nombre d'initiatives pour contracter et élaborer avec les entreprises des solutions adaptées. Et c'était donc en parallèle au montage de ce projet qu'on a identifié un cercle d'une dizaine, une bonne dizaine. Et une bonne dizaine. Et des établissements de santé et d'entreprises qui ont été immédiatement intéressés au concept de la technique. Et on est en train de réaliser qu'avec la mise en place de la plateforme IRIS, il y a sûrement un niveau régional au moins une dizaine. Guido, je vois que Anne te passe un autre micro qu'on va essayer pour voir. Et dans les derniers mois, on a eu des contacts approfondis déjà avec une deuxième dizaine d'industriels. Et c'est on pense qu'avec toutes les initiatives qui sont en place dans le projet IRIS, on aura la possibilité de stabiliser et pérenniser cette dynamique, ces échanges. En parallèle, à niveau national, l'IRMN de l'Institut de chimie est en train de mener des initiatives similaires dans les différentes régions en France, et ce qui peut produire, devrait produire en effet de synergie à niveau national et donc contribuer de façon constructive à cette dynamique vertueuse d'échange. Alors, peut-être des questions quiz hein, presque. Hein. Est-ce que vous prenez en charge des analyses GMP? Alors, tout ça, on va être discuté tout à l'heure. Parfait. Êtes-vous équipé en robotique type Tecan ou Tecan, je ne sais pas comment on dit, pour préparer des racks de tubes pour le sample jet? Oui, il y a cette possibilité. Donc, ça, c'est une des modalités d'accès, donc la modalité d'accès pour les machines, mais aussi une modalité d'accès qui inclut la préparation et le conditionnement des échantillons. Donc, tout peut être discuté, on est équipé dans ce sens. Quel est le coût annuel pour la maintenance de ce plateau fabuleux de RMN? Merci pour le fabuleux Frédéric Ronzon. Quel est le coût annuel pour la maintenance de ce plateau de RMN? Je ne vais pas donner des chiffres aujourd'hui. Le coût est élevé et le coût est pris en charge aujourd'hui courageusement par le CNRS, l'université Claude Bernard Lyon 1, l'ENS et par les coûts de recherche du CRMN. On a une menace de ce côté, c'est la montée du prix de l'hélium
De l'hélium, oui. qui est en train de pousser de façon exponentielle les dernières années et constitue une menace pour l'infrastructure, vu que les fonctionnements, donc des spectromètres demandent une grosse quantité d'hélium liquide. On est en train de s'équiper à niveau national et local, on est en train de monter des appareillages pour recycler l'hélium et donc pour pouvoir s'affranchir de ces dangers vis-à-vis de la maintenance des spectromètres. Et une question importante, est-il envisagé, on en a parlé tout à l'heure, hein, de bénéficier aussi d'une RMN très haut champ 1 giga 2 sur le site de Lyon pour compléter le panel actuel? On en a parlé tout à l'heure un peu de ce projet. On a parlé de ça et oui, effectivement, on espère pouvoir réinjecter de la nouvelle technologie d'exception, d'excellence pour pouvoir alimenter le prochain cycle d'échanges entre recherche académique et recherche industrielle pour les prochains 10 ans, pour pouvoir reproduire effectivement l'opération gigahertz à une nouvelle échelle. Ouais. Et cette opération, vu que jusqu'à maintenant, la première opération, le premier investissement était un véritable succès. Et on voit bien l'intérêt, hein, on a un panel énorme de spectromètres ici. Vous avez parlé, Monsieur Fleury, de l'écosystème, hein, tant des entreprises que académiques. Hein, donc on voit bien que cette plateforme, elle s'inscrit dans une dynamique très forte scientifique et une dynamique d'innovation. Donc voilà, c'est tous les souhaits que finalement que je formule pour le CRMN. D'avoir ce fameux 1 giga 2. Alors, est-ce que Monsieur Bérat est connecté? Donc, je rappelle que Pierre Bérat est président de la commission enseignement supérieur et recherche et innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je m'approche de la régie pour voir si on a un bon retour son. Désolé pour la caméra. Monsieur Bérat, voyons voir si je vous entends. Toujours pas, Monsieur Bérat. Donc, si je ne vous entends pas, j'ai l'impression que les participants ne vous entendent pas non plus. Restez connectés avec nous. Je suppose que, comme vous les conseillez, vous vous êtes déconnecté et que vous vous êtes reconnecté. C'est souvent comme cela qu'on règle les problèmes. Vous allez échanger avec Vanessa Cusimano par le chat privé de ce Zoom, fournir peut-être des coordonnées pour qu'on puisse vous joindre par téléphone. Et une personne de notre équipe technique va vous contacter pour que vous puissiez intervenir un peu plus loin dans le déroulé. En attendant, nous allons nous intéresser aux applications de cette RMN. Pour cela, je vais appeler Guido à rejoindre le pupitre, mais cette fois pas tout seul. Avec son équipe, il sera accompagné d'Anne Lesage, qui va également se diriger vers le pupitre, d'Isabelle Krim, chargée de recherche CNRS au CRMN, que vous voyez apparaître en fond derrière Guido. Loïc Salmon, également chargé de recherche CNRS, nous rejoindra. Et à distance, nous aurons Samy Janin, qui est professeur d'université de l'Université Claude Bernard Lyon 1 et directeur adjoint du centre de RMN à Très-Haut-Champ de Lyon. À toi, Guido. Oui, donc merci à nouveau. Donc on parle on a bien entendu la chimie et la santé sont deux piliers de l'économie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. La région Auvergne-Rhône-Alpes a des atouts forts et différenciants en plusieurs domaines qui vont entre la catalyse, la conception de nouveaux matériaux, jusqu'au diagnostic et la conception de nouvelles cibles thérapeutiques. Or, la RMN, donc la capacité analytique de la RMN à très haut champ d'analyser, pour produire des analyses où on caractérise la matière à l'échelle de l'atome, constitue un moteur clé pour les progrès dans tous ces domaines. Et pour illustrer ça, nous avons sélectionné une palette d'exemples qui relèvent des recherches issues de notre plateforme des dernières années, qui sont à la fois des recherches à haute valeur académique, qui ont mené à des publications, mais qui sont aussi menées en collaboration avec des partenaires privés, et donc illustrent comme on puisse en même temps faire de la recherche fondamentale de très haut niveau
et résoudre des questions d'intérêt appliqué et sociétal fort. Donc, je laisse la parole à mes collègues. Donc Isabelle Krim, chargée de recherche CNRS au centre de RMN à Tréauchamp de Lyon. Bonjour à tous. Donc, je vais très brièvement vous présenter un exemple d'une collaboration entre le centre de RMN à Tréauchamp de Lyon et une société de Lyon, la société Calixar, qui est experte en purification de protéines membranaires. Alors, dans le contexte, je me permets juste de rappeler que les protéines GPCR sont une des cibles favorites des grandes sociétés pharmaceutiques. Pour vous donner un ordre d'idée, un tiers des médicaments actuellement sur le marché ciblent ces fameuses protéines GPCR. Donc, avec la société Calixar, nous avons au centre de RMN à Tréauchamp de Lyon développé une méthodologie qui permet d'identifier des molécules capables d'interagir avec ces GPCR. Nous espérons à terme que cette méthodologie facilitera la conception de nouveaux candidats médicaments. Je vous remercie et je vous invite à déposer vos questions sur le chat qui est à votre disposition. Merci beaucoup Isabelle. D'autres domaines d'application qu'on va découvrir également avec Loïc Salmon, donc chargé de recherche CNRS au centre. Bonjour. Donc si, comme l'a montré l'exemple précédent, la RMN à Tréauchamp permet d'aller étudier des interactions entre par exemple des médicaments potentiels et des cibles biologiques, la RMN à Tréauchamp permet aussi de répondre à une gamme de questions très large en biologie structurale. Donc le centre de RMN à Tréauchamp a développé de manière fondamentale des méthodes permettant de visualiser à l'échelle atomique des systèmes de plus en plus complexes dans des conditions de plus en plus proches des conditions physiologiques et qui peuvent donc avoir un intérêt particulièrement important pour des applications thérapeutiques. Je vais uniquement présenter très brièvement 3 exemples, dont 2, je pense, résonneront fortement avec l'actualité en ce moment. Donc, tout d'abord, la description de la structure à l'échelle atomique d'assemblage viraux, et particulièrement la description d'une capside d'une protéine, c'est-à-dire son enveloppe. L'étude de protéines membranaires d'une importance extrême, comme vient de le souligner Isabelle. Et enfin, la possibilité de décrire les acides nucléiques, et plus particulièrement les ARN, à l'échelle atomique, et de comprendre aussi bien leur structure, mais aussi leur mouvement, car ce sont des molécules très flexibles, et comprendre toutes leurs propriétés nécessite de les décrire de manière dynamique. Merci Loïc Salmon, chargé de recherche CNRS. Alors, Anne Lesage était avec nous depuis le début. Donc, je rappelle que Anne Lesage est directrice de l'infrastructure de recherche RMN, qui est une infrastructure nationale, et puis qu'elle est membre également du CRMN. Bonjour, merci Sébastien. Donc, encore quelques exemples dans le domaine, en effet, de la santé. Donc, la plupart des médicaments sont administrés sous forme de comprimés, et la forme polymorphe du principe actif est extrêmement importante, c'est-à-dire son arrangement cristallin dans le comprimé, parce qu'elle influence la biodiversité de la molécule. Eh bien, la RMN, comme on vous le montre dans ce transparent, permet de réaliser le contrôle de ces formes polymorphiques, y compris en présence des excipients, et de suivre leur évolution, par exemple lors du stockage d'un médicament. Et c'est illustré ici pour la théophiline, qui est un dérivé utilisé comme bronchodilatateur. La formulation d'un vaccin est quelque chose également de très grande importance pour son efficacité, sa sécurité, sa conservation. Et nous avons récemment montré, en partenariat avec l'entreprise Sanofi Pasteur, que la spectroscopie RMN de très haute sensibilité pouvait permettre de décrire à l'échelle atomique l'interaction entre un antigène et son adjuvant, ici à base d'aluminium, directement dans la formulation vaccinale, et montrer que des adjuvants en apparence identiques, mais en provenance de fournisseurs différents, eh bien, avaient différentes interactions avec l'antigène. Donc, vous imaginez, alors de cette grande campagne vaccinale, l'importance de telles caractérisations. Alors, au-delà de ces problématiques de formulation, eh bien, l'internalisation d'un médicament dans la cellule, ce qu'on appelle son engagement cible, c'est-à-dire l'interaction avec la protéine pour laquelle il a été conçu, sont également des étapes essentielles dans le développement d'un médicament. Et là encore, la RMN est un outil clé puisqu'elle permet de suivre directement dans la cellule l'ensemble de ces événements, comme on le montre sur ce transparent avec le spectre phosphore, donc d'un médicament anti-sens utilisé contre le cancer
directement dans la cellule ici encore. Très bien, merci Anne Lesage, donc directrice de l'infrastructure de recherche RMN, hein, et puis également membre du CRMN. Je crois que nous avons en ligne Samy Janin, qui est directeur adjoint du CRMN et puis professeur de l'université Claude Bernard Lyon 1. Samy, je vous vois. Est-ce que je vais vous entendre? Je vous invite à reprendre la main sur le diaporama pour pouvoir vous aussi exposer un nouveau champ d'application de la RMN. Dès que c'est fait, faites-moi signe. Parfait, je crois Vous que c'est m'entendez? fait. Allons-y, je vous cède la parole. Vous m'entendez? Parfait. Ok, vous m'entendez bien. Je vous remercie. Je vais vous présenter deux sujets qui sont la métabolomique et la RMN hyperpolarisée. Comme ça a déjà été dit, la RMN a plusieurs forces, et une de ces forces, c'est sa capacité de mesurer de façon très précise, quantitative et reproductible des petites molécules qui peuvent être en phase liquide, comme par exemple des marqueurs métaboliques qui proviennent par exemple d'organes, mais aussi directement de fluides biologiques tels que de l'urine ou du plasma. Alors en partenariat avec les hospices civils de Lyon, les chercheurs du CRMN travaillent sur des cohortes d'échantillons, des échantillons biologiques, et ils acquièrent donc des spectres complexes sur ces échantillons. Et ensuite, grâce à de l'analyse statistique, on peut identifier les marqueurs qui peuvent par exemple être associés à des pathologies ou, dans le cas présenté ici, associés à des régimes spécifiques. Au CRMN, nous développons aussi une RMN qui est assez nouvelle, une RMN qui est jusqu'à 10 000 fois plus sensible que la RMN liquide conventionnelle. Et on développe cela avec le soutien de Bruker Biospin. Ça s'appelle la RMN hyperpolarisée. Je remercie d'ailleurs M. Eric Leonardis, le directeur des ventes chez Bruker, qui est présent à distance aujourd'hui. Et donc un prototype qui est développé par cette société Bruker, qui est un vrai bijou technologique, permet de faire cette RMN hyperpolarisée et a récemment été installée au centre, vous l'avez vu dans la vidéo. Et donc, elle permet déjà aujourd'hui de mesurer de tels spectres qui sont amplifiés par des facteurs 10 000. Et nous travaillons aujourd'hui sur des gammes d'échantillons de plus en plus variées. Ça va du mélange complexe à l'extrait de cancer, l'extrait de plantes, et encore plus récemment, nous travaillons sur des matrices pétrolières. Nous avons d'ailleurs débuté sur cette nouvelle thématique et émergente en 2020, un premier partenariat avec l'industriel Total de la région. Et je remercie Simon Prandavant qui dirige le groupe de caractérisation chez Total pour sa présence. Et comme l'a dit Antoine Petit, directeur général du CNRS, président-directeur général, ce n'est pas une prestation simple qu'on offre ici, mais c'est vraiment une nouvelle méthode à la pointe qui ouvre des nouvelles questions scientifiques. Enfin, grâce à cette même méthodologie qui permet d'accroître la sensibilité par des facteurs 10 000, les chercheurs du CNRS développent des nouvelles générations d'agents de contraste pour l'imagerie médicale. L'imagerie médicale par IRM, elle peut alors être amplifiée grâce à ces agents de contraste et permet de faire ce qu'on appelle de l'imagerie métabolique, où on va suivre un traceur métabolique in vivo et voir son métabolisme en temps réel. Ça permet d'offrir un diagnostic du cancer, mais ça permet aussi d'offrir un suivi de traitement qui est totalement inédit. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je retrouverai certains d'entre vous plus tard pour une discussion approfondie, et je redonne la parole donc à Guido. Samy Janin, donc du Centre de recherche en RMN à Trèves-aux-Champs. Et puis peut-être la parole pour terminer ce tour des applications à Anne Lesage. Oui, nous terminerons avec quelques exemples dans le domaine des sciences des matériaux. Et tout d'abord, dans le domaine de l'énergie, comprendre la structure à l'échelle atomique et l'évolution fine au cours du temps de la composition des matériaux qui composent les électrodes des batteries de nouvelle génération est une étape indispensable pour en améliorer les performances, la capacité, le vieillissement. Et là encore, ce sont des analyses que l'on peut effectuer par RMN, haute résolution, haute sensibilité, puisque cette spectroscopie permet vraiment de sonder l'environnement des noyaux des différents éléments.
Dans le domaine des matériaux de construction, un exemple ici réalisé en collaboration avec la société Halliburton et qui concerne l'hydratation des ciments. Donc, ralentir cette hydratation est essentiel pour en améliorer la résistance mécanique et cela se fait par l'ajout d'additifs tels que le sucrose en très faible quantité, hein, industriellement typiquement 0,1% de la masse de ciment. Et nous avons montré que par RMN, il était possible donc non seulement d'observer ces additifs, mais de comprendre, donc ces additifs qui viennent s'absorber sur les particules de ciment, bien de comprendre ces phénomènes d'absorption et de détecter les interactions fines entre les additifs et la surface des particules, donc par RMN ici du carbone 13. Un exemple dans le domaine des polymères, où la RMN, ici du silicium 29, permet de déterminer l'architecture complexe de ligomères de polyéthylène, donc, qui peuvent être arrangés donc, en peigne ou en étoile, et in fine d'élucider un petit peu le fonctionnement ici donc de polymères impliqués dans la fabrication d'adhésifs, de revêtements ou de produits d'étanchéité. Et puis, dans le domaine enfin de la catalyse, c'est un domaine au cœur donc, de nombreuses activités industrielles en région. Les propriétés des matériaux catalytiques dépendent fortement de la structure à l'échelle atomique de leur site actif en surface des matériaux. Et la RMN fait partie de ces rares outils analytiques qui permettent d'en déterminer la structure, d'en visualiser la structure à l'échelle de l'atome. Un exemple ici d'un travail réalisé en collaboration avec l'IFPEN dans le laboratoire CARMED, où l'RMN proton très haute résolution permet d'élucider les sites actifs en surface de matériaux zéolithes, qui sont des supports clés en pétrochimie. Merci Anne. Alors j'ai des questions sur le chat. Hein. Je fais appel à tes collègues, hein, si certaines nécessitent leur intervention. Une question de Sarah DG. L'augmentation de la sensibilité permet-elle de la RMN du soufre en RMN solide? Donc là, je vais avoir du mal à répondre. Alors, on va faire un appel à un ami, hein, si quelqu'un veut l'aider à répondre. En attendant, j'en ai une autre. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, toutes ces techniques qu'on a développées depuis de nombreuses années, notamment en RMN hyperpolarisé, permettent aujourd'hui vraiment, en phase solide, d'aller sonder des noyaux qui sont très peu sensibles et c'est une véritable révolution, effectivement, en termes de caractérisation. Alors, on n'a jamais fait en phase solide les RMN du soufre, mais je pense que ça doit être quelque chose qui est devenu aujourd'hui envisageable. Très bien. Et puis alors, je ne sais pas si on a répondu à la question de tout à l'heure sur la prise en charge des analyses GMP. J'ai manqué, à mon avis, d'attention. Si ce n'est pas le cas, je pense que Guido peut rajouter peut-être un complément. Voilà, Guido Pitaguda, donc directeur du laboratoire. Donc, ici, on parle, si je comprends bien la question, il s'agit d'analyse des produits pharmaceutiques, donc les contrôles qualité du produit pharmaceutique, de différentes formulations, et donc, tout au long de la chaîne de distribution de ces produits. Donc, là, comme un message là tout à l'heure, ça c'est une problématique qui peut être prise en charge par les RMN du solide. Il y a la possibilité, effectivement, avec des techniques qui deviennent presque de la routine, des techniques d'hyperpolarisation couplées à de la rotation rapide de l'échantillon ou des conditionnements particuliers de l'échantillon, on peut effectivement regarder des poudres ou des tablettes dans différentes conditions et suivre leur gradation avec les conditions de stockage. Donc effectivement, c'est un type d'analyse qui commence à être reconnu dans l'industrie pharmaceutique et que les grands groupes comme AstraZeneca ou Glaxo ont déjà commencé à utiliser. C'est une technique sur laquelle les boîtes pharmaceutiques à niveau régional ou national pourraient décider de faire des démarches. Merci beaucoup. Alors, on ne pourra malheureusement pas prendre beaucoup plus de questions. Je vous remercie tous les 5, en comptant Jamie, hein, qui est à distance, pour votre intervention. Je t'invite, Guido, à passer ton micro
à Camille Chabilan qui va nous rejoindre. Mais avant qu'elle intervienne, j'aimerais savoir où on en est avec Monsieur Pierre Bérat. Est-ce que une connexion a pu avoir lieu? Donc, c'est une connexion peut-être téléphonique qu'il faut prévoir. Est-ce qu'elle est déjà en communication? Non, pas tout à fait. Donc, désolé, je vais de nouveau reporter votre intervention, Monsieur Bérat. En attendant, on va parler d'une chose très concrète. Vous avez réussi à percevoir en quoi ces techniques de RMN peuvent être utiles. Vous avez envie d'entrer en collaboration avec le CRMN. Eh bien, comment faire? C'est tout simple. Deux personnes vont nous l'expliquer. Camille Chabilan, directrice administrative du CRMN, et à ses côtés, peut-être au nom des tutelles du CRMN dans leur globalité, Denis Duplat, responsable partenariat et valorisation du CNRS en Rhône-Auvergne. Alors, vous avez bien le micro, vous vous êtes lavé les mains, tout va bien? Allez, je vous cède la parole. Alors, jusqu'à présent, les entreprises avaient en fait déjà la possibilité d'accéder à une partie de nos instrumentations de pointe et à l'expertise du laboratoire via le réseau du CNRS qu'on a déjà présenté tout à l'heure, donc l'infrastructure de recherche nationale de RMN à très haut champ. Pour la réalisation des projets via ce dispositif, aucune contribution financière de la part de l'entreprise n'est demandée. En fait, le laboratoire prend à sa charge les frais de fonctionnement, les consommables, mais également les déplacements de vos collaborateurs qui viendraient au laboratoire pour participer aux expérimentations. En contrepartie de la mobilisation de toutes ces ressources, il y a obligation de publier les résultats d'intérêt du projet. Ce n'est donc pas forcément une voie privilégiée par les entreprises, même si des projets industriels ont déjà été réalisés dans ce cadre au laboratoire. Pour faire une demande, il suffit de soumettre son projet sur la plateforme en ligne dédiée de l'IRRMN, accessible via notre site internet. Et n'hésitez pas à nous contacter en amont si besoin. Donc, grâce à la plateforme IRIS, spécifiquement dédiée aux entreprises, une autre voie d'accès est maintenant possible. Dans ce cas, la protection des informations confidentielles est assurée. Et en contrepartie de la mobilisation des ressources matérielles et humaines du laboratoire, un versement financier de l'entreprise au laboratoire est alors nécessaire et un contrat de partenariat privé-public doit être mis en place. Donc, on vous donnera des précisions juste après. L'objectif de la plateforme IRIS est donc de fournir aux entreprises un accompagnement complet depuis la prise de contact comme aujourd'hui, jusqu'à la fin de la collaboration, qu'il s'agisse d'une simple prestation ou d'un projet de recherche plus complet. Le partenariat est même susceptible de se poursuivre au-delà, puisqu'il arrive qu'une première preuve de concept mène à une étude un peu plus poussée et de fil en aiguille, parfois à un projet de R&D innovant de plus grande envergure. Avec IRIS, l'organisation et les démarches sont facilitées à toutes les étapes, que ce soit sur les aspects pratiques comme la prise de contact, juridiques pour la contractualisation ou financiers grâce à des grilles tarifaires à la journée. Donc maintenant que vous connaissez les opportunités offertes, comment faire concrètement pour avoir accès à notre plateforme et comment mettre en place un partenariat efficace entre votre entreprise et notre laboratoire. Donc tout d'abord, juste après cet événement, je vous invite à aller sur notre site internet crmn-lyon.fr, page IRIS, et à renseigner le formulaire en ligne qui est disponible. Donc vous pouvez saisir bien entendu vos coordonnées et également la description succincte de votre besoin, votre problématique ou votre idée de projet. Si jamais vous êtes intéressé par notre plateforme, mais que vous n'avez pas encore une idée précise de projet ou d'objectif, vous pouvez tout de même nous indiquer vos domaines d'intérêt ou vos thématiques, votre secteur d'activité, et nous pourrons vous convier ainsi aux futurs événements et ateliers organisés par le laboratoire. Donc, suite à cette prise de contact formulaire, un interlocuteur dédié, en l'occurrence moi-même en tant que pilote opérationnel de la plateforme IRIS, donc je vous répondrai rapidement. Et je vous mettrai en relation avec le responsable scientifique le plus à même d'échanger avec vous sur votre demande. Ensemble, vous clarifierez le besoin ou la problématique et définirez les expérimentations, les instrumentations, les analyses et les expertises nécessaires
les nécessaires, les plus appropriés à votre demande, ainsi que les modalités pratiques que je vais vous présenter juste après. Vous pouvez aussi nous contacter directement à l'adresse email contact.crmn@ens-lyon.fr. Donc, dans le cadre d'IRIS, vous bénéficiez d'un double accompagnement avec des interlocuteurs dédiés, l'un administratif et l'autre scientifique, qui suivront la collaboration et vous accompagneront du début à la fin. Voyons maintenant les différentes modalités d'accès qu'offre notre plateforme. Alors, en fonction de votre besoin, mais aussi des ressources et des compétences en interne à votre entreprise, les livrables souhaités seront différents. Et donc, l'implication du CRMN sera adaptée en conséquence. Nous proposons ainsi 4 modalités d'accès. Donc, tout d'abord, l'accès autonome. Donc, si jamais vous avez au sein de votre structure du personnel qui est déjà formé aux techniques RMN de pointe, il est possible de vous mettre à disposition nos instrumentations. Dans ce cas, ce sont vos collaborateurs qui viennent au laboratoire pour réaliser les expérimentations. Dans ce cas-là, l'assistance technique du CRMN est minimale. Et vous repartirez avec les données brutes issues des mesures que vous pourrez analyser en interne à votre guise. La seconde modalité d'accès est l'accueil. C'est-à-dire que vos collaborateurs viennent toujours eux-mêmes réaliser les expérimentations sur nos instrumentations, mais cette fois-ci avec en support l'assistance technique et l'expertise du CRMN. Alors, à la fois pour la mise en œuvre des expérimentations, mais également pour l'analyse des données. Et dans ce cas-là, en plus des résultats de mesure, vous bénéficiez donc d'une formation sur la technique et d'un transfert de compétences. La troisième modalité, appelée ici prestation, convient aux entreprises qui souhaitent complètement déléguer la partie expérimentale au CRMN. L'apport de l'entreprise se limite donc dans ce cas-là souvent à l'expression du besoin et à la fourniture des échantillons. Les livrables sont donc l'ensemble des données brutes, complétées par un rapport d'analyse détaillé. Enfin, la quatrième modalité d'accès est la collaboration, c'est-à-dire la définition et la réalisation commune d'un projet de recherche collaboratif entre l'entreprise et le laboratoire. Dans ce partenariat, chaque partie contribue à l'avancement du projet avec des moyens matériels et humains et également intellectuels. Les nouvelles connaissances issues du projet collaboratif sont donc partagées et discutées. Alors, donc ces différents accès, donc comme je viens de le dire, mobilisent des ressources matérielles, humaines et intellectuelles différentes pour chaque partie, l'entreprise ou le laboratoire. De la mise à disposition des instrumentations à la simple fourniture d'échantillons à analyser pour une prestation et jusqu'à l'implication globale de moyens dédiés pour un projet commun, toutes les formes de collaboration sont possibles. Elles dépendent de vos ressources, votre besoin, votre problématique ou l'avancée de votre projet de R&D. Nous saurons vous proposer la modalité la plus adéquate. Et vous pourrez retrouver très prochainement sur notre site internet le détail de ces modalités et toutes ces explications. Et en attendant, n'hésitez pas à nous contacter, toujours à la même adresse email ou via le formulaire en ligne disponible sur notre site internet. Donc, je pourrais répondre éventuellement à des questions par la suite, mais je laisse d'abord... Et il y a même une question dès maintenant. Ah, il y a déjà surprise. Donc, une question de Marc Vittorino pour toi, Camille, je pense. Bonjour. L'accès autonome est-il soumis à une qualification spécifique au CRMN? Alors, non, pas de qualification spécifique. Après, il faut, avec quelques échanges avec nos responsables scientifiques, pouvoir s'assurer du niveau de connaissances et de compétences disponibles en interne. Donc il y a vraiment un travail de collaboration. Voilà, pour savoir comment s'adapter. Voilà, après, ça peut être en fonction de l'expérience de la personne, s'il y a voilà, des équipements que vous avez vous-même en interne et des collaborations qui ont déjà éventuellement eu lieu. Merci beaucoup pour ton intervention. Effectivement, tu vas passer la parole au très gélifié Denis Duplat, qui va prolonger un peu les explications. Voilà, bonjour.
Donc, une fois que l'entreprise a exprimé son besoin auprès du laboratoire, mais il va falloir formaliser tout ça par un contrat. Alors, souvent, ce qu'on conseille au laboratoire, c'est de demander au laboratoire et à l'industriel, c'est de signer un accord de secret, un accord de confidentialité pour protéger les deux parties, ceux qui vont discuter, pour ne pas divulguer, pour ne pas trop divulguer des données confidentielles ou des données valorisables. Vous signez d'abord un accord de confidentialité et ensuite peuvent avoir lieu des discussions. Donc, le besoin de l'entreprise aura été formalisé en amont avec le laboratoire, hein, comme vous l'a expliqué Camille. Et puis, ensuite, il va falloir choisir le contrat. Donc, pour ça, il va falloir bien identifier le besoin. Donc, on va avoir une ébauche d'annexe scientifique. Et puis, on va choisir le contrat. Est-ce que ce sera une prestation de service? Est-ce que ce sera plutôt un contrat de collaboration en fonction des différentes options que vous avez au sein du laboratoire? Et puis, ensuite, il va falloir calculer le coût du projet avec les différents postes de dépenses nécessaires à l'étude que vous avez demandé au laboratoire. Et puis, donc, c'est des postes de dépenses peut-être du personnel, recrutement de personnel pour mener à bien l'étude, le sujet, les coûts d'accès aux équipements, les consommables, les frais de gestion. Et je vais vous expliquer qu'il y a des différences entre un coût pour une prestation et un coût pour une collaboration de recherche. Donc, voilà, si on se limite aux deux contrats possibles à mettre en œuvre, c'est les contrats de prestation de service collaboration. La différence, c'est que la prestation de service, ce sera une pure prestation. Donc, vous allez demander des résultats au laboratoire. Ces résultats vous appartiendront et vous les financerez sur la totalité des coûts de la prestation, ce qui inclut les personnels qui travaillent au sein du laboratoire, qui sont des personnels permanents du laboratoire. À l'inverse, le contrat de collaboration de recherche, il y aura une activité de recherche. Il y aura donc des résultats, je l'espère, qui seront partagés entre l'entreprise et les tutelles du laboratoire. C'est une obligation de moyens, alors que prestation de service, vous avez une obligation de résultats. C'est une obligation de moyens, on fait de la recherche, alors on ne peut pas être assuré d'obtenir quelque chose. Et puis, l'entreprise pourra exploiter ces résultats. Et bien évidemment, il y aura une compensation financière qui sera donnée par l'entreprise au laboratoire, qui aura aussi contribué, le laboratoire, à l'obtention des résultats et à l'amélioration de votre compétitivité. Et puis, donc là, la facturation, ce sera une facturation des surcoûts induits par le projet, donc c'est-à-dire surcoûts, c'est hors personnel permanent. Alors ensuite, j'ai fait une petite description des caractéristiques, parce que toutes les entreprises ne sont pas familiarisées avec l'aspect contractuel. Alors, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Dans un contrat, on a les parties, hein. On dit avec qui travaille avec qui. On a l'objet du contrat, bien évidemment. Ça précise les études, les responsables scientifiques, la nature et les obligations liées à ce contrat. On définit aussi les réunions que peuvent avoir l'industriel avec les personnels du laboratoire pour définir la remise des rapports, définir les résultats obtenus au fil du temps. Ensuite, on a les informations financières, bien évidemment. Une partie sur la confidentialité et la publication, ça c'est important, parce que le laboratoire doit publier également, ce qui n'empêche pas de protéger les résultats, de déposer des brevets et de les exploiter par la suite. Prestation, tous les résultats appartiennent à l'entreprise, collaboration, c'est des résultats en copropriété qui sont exploités ensuite ou qui peuvent être exploités par l'entreprise. Et puis la durée, il faut que ce soit cadré dans le temps, il faut bien que ce soit défini. La durée, et puis à la fin, il y a la signature des parties. Et, pour le CNRS, par exemple, c'est le président directeur général qui signe, et par définition, ce n'est pas le directeur du laboratoire comme on pourrait le croire. Donc ensuite, je vous ai mis les annexes d'un contrat, mais il y a deux types d'annexes qui sont très importantes pour définir déjà le contrat. Un annexe scientifique, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis l'annexe financière, donc qui va présenter les coûts engendrés par le projet. Et puis les services partenariat et valorisation des tutelles, et en particulier du CNRS. Je voulais vous donner un petit peu nos activités. Hein. On est un service au laboratoire. On met en place les contrats de partenariat public-privé. On aide aussi les laboratoires à monter leurs demandes de subventions, soit des subventions nationales, internationales, européennes. On monte aussi, on justifie les projets européens. Donc les projets européens auxquels les entreprises peuvent participer aussi. Hein. Il y a certains aspects qui peuvent être intéressants pour les entreprises et les laboratoires en partenariat. Et puis on aide aussi à la valorisation des résultats de la recherche issus donc des laboratoires, que ce soit en collaboration, que ce soit des recherches propres du laboratoire,
Et on fait ça en lien avec les acteurs de la valorisation du site, que sont l'ASAT Pulsalis sur le site de Lyon, et CNRS Innovation, et les tutelles, les filiales des tutelles, etc. Voilà, moi, pour recueillir des questions, s'il y a des questions. Merci beaucoup à vous deux. Alors, je regarde rapidement s'il y a des questions, mais je crois qu'on les a un petit peu épuisées tout à l'heure. Donc, effectivement, je confirme que tout a été clair. C'est bien, on voit toutes les coulisses de ce qui se passe quand on contractualise. C'est merveilleux, j'ai appris plein de trucs. Alors, on va essayer d'avoir Pierre Bérat. Ce que je vais faire, Monsieur Bérat, c'est que je vais utiliser une méthode à l'ancienne. Je vais vous mettre sur haut-parleur. Par précaution, si vous avez votre micro Zoom qui est allumé, fermez-le cette fois-ci, des fois qu'il décide de marcher. Et je vais vous prendre sur le portable en utilisant le haut-parleur pour que tout le monde vous entende. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Parfait. Est-ce que les participants vous entendent? On me le confirme. Alors, Monsieur Bérat, merci tout d'abord de votre patience et pour votre capacité d'adaptation. Je le rappelle, vous êtes président de la commission enseignement supérieur, recherche et innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La plateforme que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans un dispositif régional visant la mise à disposition d'un ensemble de plateformes qui s'appelle IRIS pour installation de recherche et d'innovation centrée entreprise. Quels sont les objectifs et les moyens de la région avec cette démarche? Écoutez, c'est moi d'abord qui vous remercie de votre agilité. J'excuse Yannick Noder qui effectivement devait intervenir et qui est pris par des urgences. Et moi, je ne pouvais pas être là physiquement, donc pardon d'avoir un peu perturbé votre programme. Je salue le président directeur général du CNRS et les présidents de Lyon 1 et de l'ENS. Bon, nous, on se félicite bien sûr de ce projet IRIS qui permet d'acquérir des équipements qui vont conforter le centre de RMN de Lyon-Tech-Ladoua et d'ouvrir une ouverture accrue aux entreprises, et c'est ce qui motive cette subvention d'1,9 million d'euros. Pour répondre à votre question sur les IRIS, c'est clairement effectivement un outil clé de notre stratégie régionale de recherche et d'innovation pour le soutien à la recherche publique d'une part, et d'autre part pour l'innovation des entreprises par le transfert de technologies. Donc concrètement, il s'agit d'aider des projets de plateformes technologiques, que ce soit des équipements ou des plateaux techniques, mais aussi effectivement comme l'a dit Monsieur Antoine Petit, des compétences scientifiques et techniques. Il y a bien les deux aspects autour d'une thématique qui est utile aux entreprises régionales qui souhaitent innover. Donc pour nous, c'est clairement un outil de collaboration entre recherche et entreprise qui est un des axes clés de la stratégie de recherche et innovation d'Auvergne-Rhône-Alpes et qui rejoint une priorité de l'Europe, ce qui fait qu'effectivement les financements sont à la fois régionaux et européens via la région. Depuis 2016, ce sont 40 plateformes technologiques qui ont ainsi été aidées pour un budget consolidé de 41,8 millions d'euros, donc région et fédère. Oui, 40, c'est énorme, et les moyens, on se rend compte qu'ils sont exceptionnels. Alors, juste pour terminer sur en quoi cette IRIS résonance magnétique nucléaire pour nous est intéressante et utile pour les domaines d'excellence de notre stratégie régionale, puisque vous savez que cette stratégie, elle repose sur ce qu'on appelle des DOMEX. Donc, la caractérisation de la matière à l'échelle atomique, elle est utile, et cela a été dit plusieurs fois ce matin, pour le DOMEX santé, notamment pour ce qui est des outils de diagnostic in vitro ou de l'identification de biomarqueurs de différentes pathologies ou les dispositifs médicaux de demain. Tout ça, pour nous, c'est très important parce que ça contribue au sujet qui monte, vous le savez, de la souveraineté sanitaire en matière de santé. Et dans le cadre du plan de relance que nous avons adopté l'été dernier,
savez que c'est un des axes de comment on conforte l'écosystème de recherche autour de la santé et que ce sont 100 millions d'euros de crédits régionaux qui sont fléchés sur cet objectif de souveraineté en matière de santé. Le deuxième, c'est l'industrie du futur et la chimie. Ça a été évoqué aussi, mais la compréhension moléculaire de la catalyse ou la contribution pour les matériaux de demain, ça ce sont pour nous des sujets absolument clés. Dans le domaine de l'énergie, il a été dit aussi la contribution que ça pouvait avoir pour les batteries. Et on sait que ce sujet des batteries, c'est un enjeu là européen, mais d'indépendance européenne. Et donc, c'est un sujet clé également. Et puis, nous, on est aussi intéressés sur l'aspect agroalimentaire, dans le domaine de la traçabilité, de l'identification des contaminants. Enfin, vous savez qu'on a une approche de la qualité dans l'agroalimentaire et donc le RMN peut contribuer aussi à cet objectif. Donc, nous, on se félicite de l'objectif fort de développement d'utilisation des services du RMN. J'ai apprécié la présentation qui vient juste de précéder de Madame Chabilan et de Monsieur Duplat qui montre toute la palette en fait de possibilités d'usage par les entreprises. Et effectivement, c'est tout à fait essentiel et on peut même viser une autonomie financière à terme si le succès de ce recours par les entreprises. Voilà, et je voudrais juste terminer en souhaitant que cet investissement permette de conforter vraiment le centre RMN Lyon-Tech-Ladoua au niveau international. Ça a été dit, d'identifier Lyon au plan international grâce à cette expertise, mais aussi au plan national, que l'équipement soit vraiment repéré comme une très grande force de la France et suscite tout l'intérêt pour cela. Voilà. Merci et encore désolé pour les problèmes de communication. Vous savez quoi, on ne peut pas écouter vos souhaits sans porter un toast. Je vais appeler Guido Pintacuda à nous rejoindre. Alors, je vous laisse par téléphone, mais peut-être êtes-vous encore connecté à Zoom. Donc, vous voyez qu'on a des coupes de champagne. C'est tout simplement pour fêter ce lancement du CRMN. On ne va pas le voir tout de suite, on va se tenir à distance pour enlever nos masques et se désaltérer un petit peu. Eh bien, écoute, cher Guido, peut-être si tu veux dire un dernier mot, peut-on t'amener un micro pour que tu puisses t'exprimer. Tous mes voeux pour cette nouvelle plateforme. Et voici un micro pour le mot de la fin. Alors, merci Sébastien tout d'abord pour nous avoir entretenus de façon magistrale dans ces conditions très difficiles de cette journée de lancement en présentiel et en distanciel en même temps. Et merci à tout le monde pour avoir suivi nos présentations. Merci aux intervenants pour les mots très intéressants et pertinents. Et notamment Antoine Petit qui est en distanciel. Donc, merci à Antoine Petit, merci à Jean-François Panton, merci à Frédéric Fleury, merci à Pierre Bérat, merci à tous les directeurs des laboratoires, tous les collègues, toutes les entreprises qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Et vous avez maintenant tous les éléments pour nous contacter et pour, on espère, démarrer avec nous, intensifier une dynamique d'échange dans les prochaines années. Merci encore à tout le monde et santé. On trinque ? Allez, merci. Et merci également à l'équipe technique, juste sur ma gauche, Hélène Curva, Vanessa Cusimano, Cindy Armand, l'entreprise Streamtease, Fabrice Finotti pour ces excellentes vidéos. J'oublie forcément des gens. Camille Chabilan pour la coordination de cette opération et globalement les tutelles partenaires du CRMN. Et je vous souhaite une bonne journée. Longue vie à Iris. À la